Écoutez, on va commencer donc avec Marie Dabadi. Marie, voilà. On ne va pas faire ça comme les Césars avec j'appelle un tel, etc. Donc Marie Dabadi, Marc-Antonio Del Drago, qui est donc le petit-neveu d'Edmond Charleroux, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être venu jusqu'ici. Il bouge beaucoup dans le monde, je sais, mais bon, il est là, tant mieux. Voilà. Ensuite, Jean-Paul Escande, qui est très proche d'Edmond Charleroux, qui vient peut-être du Sud. Jean-Paul, voilà. Ensuite, il y a, oui, il ne faudrait pas que je m'y perde, Françoise Nyssen. Françoise Nyssen est la patronne, comme on dit, la présidente des éditions Actes Sud d'Arles. Voilà. Et il se joindra à nous, pardon. Donc c'était annoncé, et il est là, Philippe Cobert. Philippe Cobert qui, lui, particulièrement, parlera un petit peu. Philippe, alors là, c'est moi qui dois trouver une chaise. Bon, on peut se passer de moi. Voilà, Philippe. Voilà. Et ensuite, donc, je vous ai dit, il y aura d'autres personnes, d'autres témoins, d'autres intervenants. Voilà. Alors que je vous dise très rapidement, cet hommage à Edmond Charleroux a commencé, en tout cas pour ce qui me concerne, mais je pense que ce que je vais vous dire est partagé par énormément de gens, par quelque chose que j'ai ressenti quand le journal L'Humanité, dont j'ai fait longuement partie, dont je suis encore l'ami, et heureusement pas seul, m'a sollicité, comme beaucoup d'autres, pour réagir au décès d'Edmond Charleroux. J'ai eu une réaction comme ça spontanée qui est qu'il y a tellement eu de moments heureux avec Edmond que je n'avais plus envie de parler. J'avais envie de me taire. Voilà. Bon, bien sûr, il ne fallait pas se taire, il ne faut pas se taire, la preuve, nous sommes là. Bon. Ces moments heureux, ils ont été partagés par beaucoup d'amis de l'Humanité. Pourquoi? Parce qu'Edmond, pendant 10 ans, dès l'origine, elle fait partie des Amis de l'Humanité, et pendant 10 ans, elle a présidé les Amis de l'Humanité, et je crois que je peux en témoigner, avec une attention extrême à tous, quels qu'ils soient, qui étaient parmi les Amis de l'Humanité. Et d'ailleurs, pour elle, c'était très important que le gars qui servait au bar des Amis à la fête de l'UMA, ou Jacques Derrida, dont je vous parlerai tout à l'heure, soit aussi de ceux qui étaient là, grâce aux Amis de l'Humanité. Ça, pour elle, c'était un peu sacré. Mais ce sentiment-là, si vous voulez, il a été partagé par, évidemment, ceux de la maison Elsa Triolet Aragon, qui sont là, Bernard Vasseur, Caroline, voilà, parce que là aussi, il y a eu des moments, j'appelle des moments d'affection. Moi, je pense que Edmond Charleroux était ce dont on va parler, et aussi c'était quelqu'un, je pense, qui dégageait de l'affection. Elle en avait, et il y a beaucoup de gens qui ont eu beaucoup d'affection pour elle, à l'épreuve de ce qu'elle a été avec eux, sur la durée. Voilà. Et par exemple, nous qui organisons cet hommage, les Amis d'Humanité et la maison Elsa Triolet Aragon, nous sommes retrouvés au Moulin de Saint-Arnaud à Yvelines. C'était ce qu'on appelait nos dimanches à la campagne, avec Edmond, et là, c'était absolument réjouissant. Donc, il y a eu, cette expérience vécue avec elle, qui n'était pas que des mots, qui était aussi une présence, qui était quelque chose de très solidaire avec elle. Voilà. Après, son lien avec l'Humanité, on en parlera à la fin. Le directeur de l'Humanité est là avec nous, heureusement. Bon, et voilà. Bon, alors, donc nous allons commencer, parce que le schéma est très simple, c'est tel qu'il était annoncé, c'est que des gens qui ont été très proches d'Edmond Charleroux, à divers titres, écrivains, artistes, ou simplement amis, ou éditeurs, bon, on leur a demandé de venir dire un petit peu ce que Edmond représentait pour eux, chacun à son tour. Voilà. Alors, je vais m'asseoir à côté de Marie Dabadi. Alors, Marie Dabadi, si vous voulez, je pense qu'on peut dire que c'est ce qui m'est revenu de tous côtés. Il n'y a pas plus proche d'Edmond Charleroux que Marie Dabadi, sauf peut-être Marc-Antonio Del Drago, qui est le petit-neveu. Ça, c'est la famille. Mais c'est autre chose, si on peut dire. Voilà. Alors, Marie Dabadi, donc, on lui a demandé un peu exceptionnellement
de faire le travail de base, hein, qui est indispensable, qui est incontournable, c'est de dire quand même brièvement, on est condamné à la brièveté, vous avez compris, sinon si chacun parlait 3/4 d'heure à 10 personnes, vous voyez un petit peu où ça nous mènerait. Bon, alors, donc de parler brièvement, mais quand même avec ce qu'il faut de temps pour pouvoir un peu situer la trajectoire d'Edmond de Charleroux. Alors, Marie Dabadi. Excuse-moi Marie, non, quand même, j'ai oublié un peu un truc important. Marie Dabadi a été très proche d'Edmond de Charleroux, aussi comme secrétaire de l'Académie Goncourt, qu'elle est toujours auprès de Bernard Pivot. Et on en parlera tout à l'heure avec la vidéo, Bernard Pivot ne pouvait pas être là. Alors Marie Dabadi. Merci Charles. Permettez-moi d'abord d'excuser Bernard Pivot qui aurait vraiment voulu être avec nous ce soir, mais il est retenu par un engagement impérieux à Lille. Alors, je vais commencer par vous parler d'Edmond et je ferai, à la demande de Charles, un petit retour sur sa biographie et sur sa vie. Inclassable Edmond, elle en imposait. Son autorité, son élégance naturelle, sa force, son courage peignaient une femme hors norme, sans parler de sa liberté, mais tout le monde ici le sait. Permettez-moi de remonter un peu le temps et de faire avec vous une récapitulation de sa biographie. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, Edmond de Charleroux est infirmière ambulancière volontaire, tout d'abord dans une unité de la Légion étrangère. En 1940, elle est blessée à Verdun et interdit qu'on la rapatrie à Paris. Elle sera soignée à Nancy et rejoindra le front. Puis elle rallie la résistance, toujours comme infirmière. Et au moment du débarquement en Provence, en août 1944, elle est rattachée à la 5e division blindée comme assistante sociale divisionnaire et elle a sous sa tutelle le 1er REC et le régiment de marche de la Légion étrangère. Ce qui lui valut d'être décorée de la Croix de guerre. Évidemment, ne pas oublier qu'en 1940, elle a 20 ans et à la fin de la guerre, elle a 24 ans. Un peu plus tard dans sa vie, en 2007, elle est nommée caporal d'honneur de la Légion étrangère. Sa proximité et son attachement à la Légion étrangère étaient très forts et elle ne manquait jamais d'aller chaque année le 30 avril à Aubagne pour la cérémonie Cameron. Sa carrière de journaliste commence en 1946 à la rédaction d'un journal en voie de création, l'hebdomadaire féminin Elle, où elle travaille auprès d'Hélène Lazareff. Elle y passe 2 ans. En 1948, elle rentre au magazine Vogue en tant que courriériste et puis 6 ans après, elle en devient rédactrice en chef. Sa direction à Vogue marque une profonde rupture dans le contenu et la mise en page du magazine. Elle introduit de nouveaux photographes qui deviendront des grands, Henry Clark, Irving Penn, Guy Bourdin ou William Klein. Elle s'entoure d'écrivains comme François Nourricier, François-Régis Bastide ou Violette Leduc, à qui elle demande régulièrement des papiers. Elle n'entend la mode qu'en relation avec la création et la culture. Et elle imprime sa marque partout où elle passe. La maison mère Vogue américain, son PDG Sam Newhouse et son directeur artistique Alexandre Lieberman la renvoient en 1964 pour avoir mis un mannequin noir en couverture. Mais comme elle me l'a raconté longuement, ce furent surtout ses relations étroites avec ses amis communistes Louis Aragon et Elsa Triolet qui inquiétaient la maison mère américaine. Elle m'a raconté qu'elle fut même convoquée par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Maurice Couve de Murville, pour s'expliquer. Les Américains ne plaisantaient pas à l'époque de la guerre froide. Renvoyé, François Nourricier démissionne aussitôt et Edmond lui demande « Mais François, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et François lui répond « Tu vas écrire un livre. » Ce livre, ce sera son premier livre, Oubliez Palerme, qui lui valut le prix Goncourt en 1966 et qui sera ensuite adapté au cinéma par Francesco Rosi. L'usage, lorsqu'on reçoit le prix Goncourt, c'est de faire une grande et longue tournée de tous les libraires de France et francophonie, Suisse, Belgique, etc. Et ça dure au moins 8 mois.
Et un jour, elle arrive à Marseille, dans la librairie, et son attaché de presse lui dit Madame Charleroux, Monsieur le maire souhaite vous recevoir à la fin de la journée. Et là, elle me raconte, je m'y rends, il m'attend sur le perron, on se salue, il m'emmène dans son bureau, et ce fut un coup de foudre réciproque. 3 jours après, il débarquait chez moi à Paris, mais il était marié dans une société bourgeoise, marseillaise et protestante, et ça a causé pas mal de problèmes. Et elle a attendu 7 ans que Gaston Defferre divorce, et il va l'épouser en 1973. C'est son seul mariage. Elle a 53 ans. Sa carrière d'écrivain continue avec Elle Adrienne, paru en 71, l'irrégulière biographie de référence sur Coco Chanel en 74, la biographie d'Isabelle Eberhardt en 2 tomes, Un désir d'Orient et Nord Machete, puis paraissent 2 récits photos, un sur la vie de Gaston Defferre, L'homme de Marseille, en 2004, et un autre sur Coco Chanel, Le temps Chanel, en 2004. Elle signe des livrets de plusieurs ballets de Roland Petit, puis elle rentre à l'Académie Goncourt en 1983. Elle en devient la présidente de 2002 à 2014. Et là, elle effectue un vrai travail de transparence. Elle réforme les statuts, se bat pour l'indépendance de l'Académie. Moi-même étant rentrée à l'Académie en 1998, je travaille à ses côtés pendant 10 ans. D'autre part, elle occupe de nombreux postes. Elle préside jusqu'en 2011 la Société des Amis de l'Humanité. Elle est présidente de la maison Elsa Triolet Aragon depuis sa création en 1985 jusqu'à sa mort. Elle est aussi présidente du Festival de musique d'Aix-en-Provence de juillet 2002 à juillet 2005 et en est restée administratrice jusqu'à son décès. Et elle est élevée à la dignité de grand officier en juillet 2013 par le président Hollande. Au théâtre du Rond-Point, où je l'accompagnais à une réunion annuelle des Amis de l'Humain, en rentrant dans la voiture, elle me dit « Alors, tu as vu là, ce sont mes amis, ce sont mes vrais amis. Et eux, ils seront toujours présents à mes côtés. » Et c'est ainsi que Fidèle, elle aussi, comme vous l'avez vu sans doute sur le carton d'invitation, elle tient un livre en main. C'est un livre de Charles Sylvestre, sur Jaurès, journaliste, qu'elle a préfacé. Je terminerai par une anecdote démontrant son sacré caractère. Anecdote où je me permets de paraphraser Jules Renard. Edmond avait le dégoût très sûr. Et un journaliste devant un auditoire qui l'interrogeait sur Chanel et qui voulait absolument lui faire dire du mal de son comportement pendant la guerre, etc., elle avait simplement ignoré le journaliste, regardé l'auditoire, et elle avait dit « Chanel, vous voyez, vous lui donnez un morceau de tissu et elle en fait une architecture. » Point barre. C'était Edmond. Je vous remercie. Alors, Marc-Antonio Del Drago, donc le petit-neveu d'Edmond, bon, vous c'est un peu particulier, c'est la famille quand même. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'Edmond qui soit intéressant pour le public, même s'il y a même des petits secrets de famille, pourquoi pas? Oui, alors d'abord je vous remercie vivement de penser à Edmond Charleroux aujourd'hui. Edmond appréciait beaucoup la fête de l'UMA. Il lui arrivait d'y dédicacer des livres. Et lors de ce rendez-vous, elle aimait croiser tous ceux qui considèrent les bienfaits de l'avance du progrès social. C'était là son camp. Pourtant, les importants moyens mis à disposition par le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, lors de son enterrement, ont témoigné un respect qui dépasse les clivages politiques. Au cimetière, l'inhumation fut suivie d'un passage de l'assistance devant la famille. Et l'une des personnes alors se présenta à moi en tant que représentant du syndicat CGT-FO et me fit brièvement part de la reconnaissance qu'il avait pour l'aide qu'Edmond leur avait apportée. En le remerciant chaleureusement de sa présence, je ne pouvais empêcher de laisser échapper un sourire
car personne n'ignore ici que la personnalité d'Edmond avait de nombreuses facettes. Edmond pratiquait peu le prosélytisme politique, que ce soit en famille ou avec des amis proches. Il faut dire que dans les deux cas s'y trouvaient d'autres visions, comme par exemple celle de son frère bien-aimé, l'abbé Jean-Charles Roux, célébrant la messe tridentine et trouvant dans la monarchie de droit divin l'unique salut pour notre société, ou celle beaucoup plus libérale de Roland Petit et Zizi Jeanmaire, qui étaient ses amis de toujours. Voilà. Et Edmond, qui évitait la confrontation, savait tenir un discours pour chacun, sans pour autant se compromettre. L'orientation politique d'Edmond se révéla après la guerre et surprit son père François-Charles Roux, ambassadeur de France et membre de l'Institut, qui ne voyait pas d'autre issue pour elle que de rentrer dans le rang. Or, Edmond, qu'on avait encouragé à résister, avait d'autres attentes. Pour tous ceux qui pourraient en douter, ce fut un choix pragmatique, animé par la suffisance de cousins ne la recevant pas à certaines fêtes, car elle travaillait. Oui, elle travaillait. Elle travaillait à l'époque comme journaliste. Elle trouva dans le cercle créatif et artistique dont elle tenait la rubrique de solides amitiés, dont l'une des plus influentes fut bien entendu celle de Louis Aragon. Quoi de plus drôle pour Aragon que d'écrire dans Vogue? La femme élégante devenait intelligente, distillant les idées progressistes dans un dîner mondain. Edmond et Aragon se repasseront l'ascenseur dans plusieurs domaines. Leur amitié l'a menée à devenir la présidente de la Fondation Elsa Triolet et Louis Aragon, sise dans le moulin de Villeneuve dans les Yvelines. Elle y allait beaucoup et se préoccupait beaucoup de sa programmation de spectacles, poésie, musique ou chansons. Si l'originalité d'Edmond, son goût, ses fréquentations la font apparaître comme inclassable, c'est bien à gauche qu'elle choisit d'être inconditionnellement. Elle n'en fut que plus respectée par le milieu auquel elle était destinée. On peut dire que les amis ont guidé les choix politiques d'Edmond pour plus d'humanité. Alors, bon, on continue dans la proximité, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Jean-Paul Escang. Moi, j'ai envie de dire, bon, c'est des mots à porte-pièce, que je pense que Jean-Paul Escang, pour Edmond, a été toujours celui qui devait être là. Voilà. Bon, donc, il savait beaucoup de choses. Je crois qu'il l'a beaucoup aidé, hein, on peut le dire. Hein. Bon. Et donc, Jean-Paul Escang, alors, Edmond Charles-Roux, quelle était cette relation que vous aviez avec elle, qu'on dit de grande proximité? Oui, en fait, j'ai connu Edmond et Gaston en 1972, dans des circonstances un peu particulières. Alors, je ne peux pas parler d'Edmond sans faire référence immédiatement à Gaston Defferre. C'était vraiment un couple hors du commun. Et je voudrais vous parler un peu de son couple et puis des relations entre Edmond et Marseille. C'était un couple hors du commun qu'animait une fascination réciproque. Elle, issue d'une grande famille marseillaise, d'armateurs, de diplomates et même de banquiers, puisque la famille Charles-Roux avait créé la Société Marseillaise de Crédit, femme de lettres, femme d'aventure aussi, intéressée par tout et par tous, se souvenant de tous, demandant des nouvelles de gens qu'elle avait croisés il y a quelques années avant. Elle, une rebelle, on l'a dit souvent, mais une rebelle très attentive aux autres. Lui, protestant, austère, chaleureux, mais rugueux s'il le fallait, homme d'aventure aussi, comme elle. Gaston avait quelque chose d'un conte d'Autière. Bref, c'était un couple atypique et en apparence improbable, mais ce que j'appelle un couple de monstres sacrés. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui les unissait? Et comment se comportaient-ils quand ils étaient ensemble? Elle, en présence de Gaston, redevenait jeune fille. Elle le couvait d'un regard amoureux, elle l'écoutait parler. Et elle qui citait volontiers Kafka, vous savez, vivre, c'est dire non, eh bien Gaston était un peu son oui à elle. Lui la contemplait avec admiration, la buvait du regard, avec une certaine indulgence aussi,
Et il passait entre eux un fluide qui submergeait le reste, dans un couple, comme Marie l'a rappelé, qui n'était pas si jeune que ça. Qu'est-ce qui les unissait? Entre autres, la culture évidemment. Gaston, au-delà de son apparence, connaissait, aimait la littérature, les débats intellectuels. C'est une image qu'on connaît peu de lui. Il avait aussi le goût et l'expérience de l'action comme elle. Et puis, il y avait entre eux, bien sûr, une alchimie amoureuse, personnelle, impalpable, mais tellement présente. Ce qui les unissait aussi, c'était Marseille. Et on ne peut pas comprendre Edmond sans parler de Marseille. Marseille, car Edmond était passionnément marseillaise. Marseille, vous savez, pour ceux qui connaissent, c'est cette ville charnelle, une ville mythique, multiraciale, multiculturelle, qui ne ressemble à aucune autre. Marseille qui est en elle-même un désir d'Orient. Marseille était fréquemment la référence d'Edmond. Elle employait une phrase, elle dit « Comme on dit à Marseille », plaisantait-elle, alors qu'elle caractérisait d'une flèche assassine quelqu'un qui lui déplaisait. En 1966, après son prix Goncourt, elle avait répondu à un journaliste qui lui demandait « Vous êtes française, famille, partie de la famille en Italie, etc. » Elle a répondu « Non, non, je suis marseillaise. » Edmond était l'élégance et le chic intellectuel parisien, mais elle se ressourçait à Marseille. Elle était passionnée par la presse. Le Provençal, devenu la Provence, dans lequel elle a écrit pendant très longtemps. Et puis aussi, la Marseillaise aussi, dont elle me disait de temps en temps, mais comment font-ils un si bon journal avec si peu de moyens? Elle supportait aussi l'OM. Je ne suis pas sûr que c'était son goût premier, mais enfin, bon, ça faisait partie de la panoplie marseillaise. Et elle a eu une forte influence sur la vie culturelle à Marseille, que je rappelle en quelques mots. D'abord en se rappelant qu'elle fut avec la comtesse Pastré et du Surgé à l'origine du festival d'Aix-en-Provence. La ville lui doit, grâce à son influence de Gaston, quelques œuvres remarquables, comme le Théâtre national de la Criée, à l'origine qui était dirigé par Marcel Maréchal, le ballet national Roland Petit, seul ballet de province qui était national. Elle a du reste, Marie l'a rappelé, écrit des arguments pour le ballet. Le développement d'opéra, le musée Cantini, etc., etc. Elle a marqué avec Gaston, de son empreinte, la vie culturelle de Marseille. Profondément marseillaise, elle se partageait entre leur appartement qui dominait le Vieux-Port et une propriété acquise au pied de la Sainte-Victoire, dont le panorama évoque évidemment Cézanne. Voilà, je voudrais dire en conclusion, rappeler quelque chose. Un jour, elle répondait au questionnaire de Proust, vous savez, la question sur le bonheur. Et elle a répondu, le bonheur pour moi, c'est naviguer à la voile un jour de vent favorable dans la baie de Marseille. Elle aurait pu ajouter avec Gaston. Ce qu'elle a fait de fait en publiant après, plusieurs années après, L'homme de Marseille. Ce livre qui est un magnifique cri d'amour et demeure un hommage posthume à l'homme qu'elle aimait et à la ville qui les unissait. Jean-Paul, permettez que j'ajoute un petit détail. Vous parliez de l'OM de Marseille. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était Basile Boli qui était le joueur vedette. Et comment il l'appelait? Il l'appelait Maman. Maman. Alors, merci. Françoise Nissen, bon, qui est donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter 36 fois, la présidente, directrice générale des éditions Actes Sud, qui, vous vous en souvenez sans doute, l'année 2015 a été assez faste pour cette maison d'édition, puisque c'est Mathias Sénard qui a eu le prix Goncourt, mais le monde n'était plus, si je puis dire, opérationnel. Hein.
Voilà. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant avec Françoise Nyssen. Je crois, bon, il se trouve dans ma voiture un jour, sur l'autoroute, j'ai entendu Françoise Nyssen pendant 1 heure parler de musique. Et parlant de musique, parlant de ce qui se passait aussi à Arles, et d'où tout de suite, j'ai fait la relation avec Edmond, parce que des femmes de lettres, si on peut dire, d'édition, d'écrivains, qui aussi s'intéressent quand même à bien d'autres choses. Et en particulier, dans ce qu'on peut appeler, c'est la Provence, quoi. Hein. Alors, moi, je dis que, en vous écoutant, en pensant à Edmond, je me suis dit, on dirait qu'il y a comme un triangle d'or entre Marseille, Aix et Arles. Voilà. Alors, Françoise Nyssen, Edmond de Charleroux. Bonsoir. À la différence de tous ceux qui ont parlé et qui vont parler, moi, je n'ai pas eu la chance d'être très intime d'Edmond. Je la voyais, je suis un petit peu la régionale de l'étape, puisque j'habite à Arles, et j'ai eu l'occasion de la croiser, de la rencontrer. Cette dame m'impressionnait énormément. En plus de ça, elle faisait partie de l'Académie Goncourt, elle était la présidente. Moi, j'étais une éditrice en quête de reconnaissance, et donc j'étais dans une position toujours un peu timorée et très impressionnée, parce que je la trouvais absolument fascinante. Mais c'est vrai que la vie nous amenait, comme ça, quelques moments, à se croiser, à avoir quelques échanges que je voulais juste évoquer ici, de façon tout à fait anecdotique, mais qui, pour moi, était à l'image de l'extraordinaire dame qu'elle était. Je trouve que j'ai rarement vu quelqu'un qui était autant marqué par ce qu'on pourrait dire la curiosité de tout. Je l'ai croisée dans toutes les expos, les théâtres, au Festival d'Aix, les concerts, où qu'on aille, dans notre région, on trouvait Edmond, on la voyait là, attentive, toujours disponible ensuite pour parler avec les gens, les artistes, totalement, enfin incroyablement infatigable. Pour dire infatigable, une anecdote, il se fait qu'au Festival d'Aix, certains concerts étaient suivis, certaines banques organisaient des dîners obligés, qui étaient pour moi terrifiants, et je voyais mon Edmond toujours aussi fraîche, assistant à l'opéra qui se terminait par ce fameux dîner obligé, opéra qu'elle avait déjà bien sûr vu et qu'elle allait revoir avec toujours le même désir et la même gourmandise. Et après, elle se retrouvait au dîner alors que nous on était tous épuisés. Elle était toujours disponible, prête à parler avec tout le monde, qui l'homme politique, qui le chef d'entreprise, qui l'homme de lettres. Enfin, c'est toujours absolument extraordinaire. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et longtemps, enfin jusque très longtemps, elle était là, extrêmement vaillante. Était toujours disponible. Chaque fois qu'on se rencontrait, justement dans ces moments-là, immédiatement, elle avait le mot à la bouche pour vous demander des nouvelles, pour savoir comment ça allait à Arles. Elle était dans le souci des hommes politiques, de la ville. Vous savez que Arles est une ville qui est dirigée par un maire communiste, donc elle se demandait toujours comment elle se débrouillait. Elle se demandait aussi comment se débrouillait notre président de région, et avec à la fois cet engagement politique qu'elle avait et cette capacité de définir l'homme dans son côté humain. C'était toujours très touchant. Elle était aussi à la fois distante et proche. Distante, une petite anecdote qui fera peut-être rire mon ami Olivier Nora, c'est que toute nouvelle dans l'édition, je ne rêvais que d'une chose, c'est d'avoir pour un de nos auteurs le Goncourt, et ça me paraissait une chose assez inaccessible. Et nos livres étaient jamais sur les listes, il y a de cela quelques années. Et une année, je me dis, mais c'est pas possible. On avait publié cette même année-là Alice Fernet et Henri Beauchot. Et je me dis, ils ont pas dû lire, ils n'ont pas vu. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je les appelle. J'appelle Edmond. Et j'ai au bout du téléphone, mais ma petite fille, voilà, ma petite fille, ça ne se fait pas du tout, je ne peux pas vous parler, merci, au revoir. Oups, je me suis dit, plus jamais. C'est pas pour autant qu'on n'a pas eu des Goncourt après, avec, je pense, le soutien et l'attention toute indépendante qu'elle pouvait avoir. Et donc, proche aussi, parce que la vie n'a pas toujours été facile pour elle, pour moi, et elle a su avoir des mots dans des circonstances très particulières pour
pour dire à quel point elle était proche, à quel point elle comprenait, à quel point elle savait. Et je dois dire que j'ai rarement, dans les moments les plus difficiles de ma vie, reçu des mots aussi beaux et aussi justes par rapport à ce que nous vivions. Aussi indépendante et fière. Alors je voudrais là aussi citer une petite anecdote que je trouve qui s'est répétée plusieurs fois. Il se fait que donc je suis la provinciale de l'Étape, je prends souvent l'avion à Marignane et régulièrement qui je voyais attendre, même les dernières années, on en a beaucoup échangé avec Marie, je crois que 2 ans encore avant la fin, Edmonde, toute seule, attendant l'avion, avec son petit sac de sport un peu éculé, hein, on va dire, et ne demandant de l'aide à personne. Alors, bien sûr, je m'asseyais à côté d'elle, et puis on allait dans l'avion ensemble. Et ensuite, à l'arrivée de l'avion, rien de prévu. Alors, je propose à Edmonde de venir. Moi, j'avais le confort d'avoir un taxi qui nous attendait, et donc on l'amenait. Et toujours extrêmement. Et je parlais parce que ce monsieur qui conduit ce taxi, c'est celui qui m'a amené tout à l'heure, donc je lui ai expliqué que je venais ici pour parler d'Edmonde. Il s'en souvenait parce qu'elle l'avait marqué par sa stature, sa disponibilité dans toutes les circonstances de la vie. Et je me souviens, une des dernières fois où nous avons fait ce petit périple, je n'étais pas attentive peut-être comme il fallait, nous avons pris ensemble l'escalator. Et je me suis rendu compte en étant en haut de l'escalator que c'était certainement une bêtise. Je me suis mise devant en disant « Edmonde, suivez-moi ». J'étais un petit peu dans le souci. Elle n'a rien dit, elle a suivi. Vraiment, et je me suis dit « Bon, ben, elle ne s'est pas rendue compte ». Et quand on est arrivé dans le taxi, elle m'a dit « Pourquoi tu m'as dit fais attention ?» Elle avait tout perçu, elle était complètement lucide de tout cela. Voilà, c'est des petites anecdotes, mais je trouve que ça montre à quel point elle était tout ça à la fois, et cette espèce de cette grande dame absolue et en même temps dans les petits détails et toujours là. Et je voudrais, pour terminer, parler d'elle par rapport aux auteurs que nous avons la chance de publier, à quel point elle était, tout en gardant la distance pour ne pas être dans une complicité coupable par rapport à l'Académie Goncourt, mais elle était dans le souci, elle était dans l'attention, elle les suivait. Et pour preuve, les quelques prix Goncourt que nous avons eu la chance d'avoir, ça a toujours été des jeunes auteurs. Je pense à Laurent Godet, je pense au Goncourt du premier roman aussi de Sébastien Lapac, au Goncourt de Jérôme Ferrari. Et le dernier, que je ne peux pas évoquer sans être profondément émue, parce que Boussole de Mathias Sénard, quand je l'ai lu, la première chose que j'ai pensée, c'est que cette dame qui était tellement attentive à l'autre et à l'Orient, qu'elle aimait profondément, eh bien là, il y avait le grand livre qui était écrit pour elle. Et je pense qu'on peut dire, enfin moi j'aurais envie de dédier ce Goncourt-là à Edmonde, parce que je pense que c'était le livre pour elle. Et je voudrais juste terminer par cette phrase que je cite souvent par les temps actuels et qui dit un peu ce que je pense dans quel état d'esprit on pourrait être, mais qui s'applique tellement à elle, cette phrase, cette maxime de Gramsci qui disait que le pessimisme de la raison nous oblige à l'optimisme de la détermination. C'était Edmonde. Merci. Alors, nous allons rester dans le sud, Marseille. Bon, c'est Philippe Cobert. Ferdinand. Vous savez qui est Ferdinand, quand même, non? Bon. Alors, Philippe Cobert, bon, pour être sérieux, donc ça nous intéressait beaucoup que Philippe soit là, c'est un ami, mais pas uniquement à ce titre. C'est aussi parce qu'il y a eu, je crois, quand même des rencontres avec Edmonde assez fortes, quoi. Et il y en a eu pas mal, il y a autour d'Aragon, bien sûr, mais pas seulement autour de Suarez, ce fameux Marcy, au Marseille, ce livre incroyable. Et il y a eu à ce sujet, à la Maison de la Poésie, pendant que Philippe jouait Marcy, il y a eu une rencontre avec Edmond Charleroux, derrière le micro, tous les deux. Et moi, j'en ai un souvenir très vif, parce que ça a duré un moment, hein, d'ailleurs. C'était nourri, quoi. Et sans arrêt, ça alternait des choses très sérieuses,
c'était sur le côté grec de Marseille et des Marseillais. Je crois que vous aviez beaucoup insisté là-dessus, parce que contrairement à ce que croient les couillons, les Marseillais ne sont pas que des rigolos. C'est aussi une ville où il y a de la gravité. Je me trompe, Jean-Paul Escan? Non. Bon. Alors, donc c'était la gravité, le sérieux, l'origine grecque et tout, et puis quand même aussi des sacrés fous rires. Hein, parce que Philippe savait faire rire Edmond, et Marie-Edmond, quand elle commençait à rire, c'était des fous rires incroyables. Voilà. Donc entre l'acteur, hein, l'artiste, et l'écrivain, et Edmond, il y a eu cette rencontre. Et Philippe, alors, comment toi tu as envie de parler d'Edmond Charleroux aujourd'hui avec un micro qu'on a installé pour toi? Voilà, Philippe Cobert. Oui, je vais d'abord parler avec celui-là parce que je vais prendre la suite de mes voisins. Et je dirais encore plus que Françoise Nyssen, je ne pourrais pas parler très longuement d'Edmond parce que je la connaissais très peu. Mais j'ai eu en effet 2 rencontres avec elle qui ont été très importantes pour moi. La première parce qu'elle s'est passée autour de Marseille et d'Aragon. Et la seconde parce qu'elle s'est passée en effet autour de Marseille et de Marsillo et d'André Suarez. Alors je vais essayer de ne pas être trop long, mais je voudrais évoquer quand même. Alors il y a quelques années, j'ai créé un spectacle qui s'appelait Aragon et qui jouait la vie du poète à travers toute sa poésie. Je dois d'ailleurs cette chance en grande partie à Jean Rista, qui a été très amical avec moi et qui m'a laissé toute la liberté dont je pouvais rêver. Bref, mon idée était de créer ce spectacle sur les docks du port de Marseille, sous les grues immobilisées par la grève légendaire qui tient le port de Marseille depuis de longues années. Et j'ai vécu, je ne sais plus, c'est 9 mois ou 10 mois de cauchemar total, parce que entre mes tentatives de joindre Roualeret, qui était le président du port autonome, mes entrevues avec tous les pontes de la CGT, j'avais même intrigué avec mes camarades gauchistes de la Ligue communiste, enfin qui étaient les taupes trotskistes à l'intérieur à l'intérieur de la CGT. Enfin bref, j'étais prêt à vendre mon âme au diable pour amener la parole d'Aragon sous les grues du port de Marseille. Et puis un jour, je me suis dit Roualeret, président donc du port autonome, Charles Roux, et c'est là que j'ai découvert, je ne le savais pas, que en effet la famille d'Edmond Charleroux, enfin que son grand-père avait été un très grand armateur, etc. Et je lui avais écrit, et elle m'avait répondu, mais même elle n'avait rien pu faire face à l'imbroglio absolument invraisemblable de cette histoire du port entre la grève, la CGT, le port autonome, enfin bon. Et puis un jour, Maurice Vincent, qui est un homme de théâtre marseillais, qui m'a dit, et qui dirigeait un festival merveilleux qui s'appelait le Festival des Îles, et qui était un peu derrière moi pour ce projet, m'avait dit « Tu devrais aller voir l'île du Frioul ». Je ne connaissais pas l'île du Frioul. Et il m'a emmené, on a pris un petit bateau, et là, je suis en effet arrivé sur une île grecque. J'ai vu une île grecque, et là, il n'y avait plus de doute, c'était là qu'il fallait faire flotter le drapeau rouge et dire les mots d'Aragon. Et bien sûr, à la première du spectacle, j'ai fait la connaissance d'Edmond Charleroux. Je l'ai vue arriver merveilleuse, avec ses chaussures de montagne. Vous étiez sans doute avec elle, je ne sais pas, il y avait quelqu'un avec elle et elle m'a dit des mots merveilleux. J'ai découvert là l'importance qu'avait eu Aragon dans sa vie, je ne la connaissais pas. Et puis, je continue l'histoire. J'ai donné ce spectacle au Café de la Danse à Paris. Il y a eu une soirée particulière pour les Amis de l'Humain, dont elle était la présidente. À nouveau, j'ai vu arriver Edmond, beaucoup plus urbaine et plus parisienne, habillée de façon plus parisienne, qui à nouveau m'a parlé d'Aragon. Et enfin, au bout de 2 années, c'est un spectacle grâce à l'appui non déguisé du Parti communiste qui a eu une carrière extraordinaire, qui a été joué partout. J'ai terminé donc ce spectacle sur l'île du Frioul pour le filmer. Et un soir de Mistral, mais à décorner, plus que les bœufs, à décorner je sais pas quoi, mais vraiment de Mistral total, le drapeau rouge était tout droit, il flottait tout droit, le gradin faisait comme ça,
Enfin bref, c'était magnifique pour les images, mais c'était terrible pour le public. J'ai vu arriver une petite dame échevelée, les yeux pleins de larmes, avec ses chaussures de montagne, tremblante, me disant « il faisait froid, mais j'ai tenu jusqu'au bout ». Ça a duré quand même 3h30, il y avait 2 parties. Oui, ça a duré 3h30, il y avait 2 parties. C'est magnifique, enfin me disant des mots extraordinaires. Et elle s'appuyait toujours au bras d'une personne qui était là. Voilà, et ça c'est ma première rencontre. Et j'étais bouleversé par cette audace. Elle avait pris le bateau, elle avait traversé la Méditerranée pour venir, cellule du Frio, l'écouter Aragon, la parole d'Aragon. Et puis, quelques années plus tard, en effet, à l'occasion de Marsillo d'André Suarez, que je donnais à la Maison de la Poésie, nous nous sommes retrouvés, nous sommes revus, et nous avons parlé de Marseille, et nous avons parlé de Suarez, qu'elle connaissait peu d'ailleurs. Et j'étais très fier, elle connaissait très bien Albert Londres, enfin le texte d'Albert Londres, elle connaissait mal le texte d'André Suarez, et j'ai été extrêmement heureux et fier de lui faire découvrir vraiment ce texte, et puis sentir son émotion, parce que c'est sans doute le plus beau texte qui existe sur la ville. Et c'était à quelque temps de Marseille-Provence 2013, de Marseille-Provence, capitale de la culture. C'était un peu avant. Et là, je veux quand même vous raconter ça, comme vous avez raconté ces anecdotes tout à l'heure, parce que j'ai trouvé ça tellement merveilleux. Elle m'a dit presque à l'oreille, elle m'a dit, vous savez, entre Marseille et la culture, ça ne le fera jamais, c'est pas possible. La culture n'a rien à faire à Marseille. Marseille, c'est le soleil, l'action, l'argent, l'aventure, la passion, l'amour. Et je disais, vous savez, c'est merveilleux ce que vous me dites, parce que c'est ce qu'écrit André Suarez. Voilà, et j'ai été bouleversé parce que elle parlait de Marseille peut-être pas en vraie marseillaise, mais en marseillaise qui connaissait bien la Marseille. Voilà, et puis comme ce soir, c'est un hommage à Edmond de Charleroux, j'ai eu envie, en hommage, pour lui rendre hommage, de vous dire les derniers mots de ce qu'était le spectacle d'Aragon, et les derniers mots qui sont parmi les derniers poèmes qu'il a écrits, et d'un poème qui s'appelle « Paroles perdues ». Alors en effet, je vais changer de micro. Et je vais même changer d'endroit parce que je serai mieux là. Juste la place. Jeunes gens qui parlaient tout bas quand je passe, écoutez s'éloigner mes pas. Je vous vois, je ne vous vois pas, ici plus qu'ailleurs n'est ma place. Je n'ai pas besoin qu'on se tasse, j'arrive à l'heure où l'on s'en va. Jeunes gens qui parlaient tout bas quand je passe, dans cette vie à talons plats, que voulez-vous que ça me fasse si la fille qui vous embrasse me trouve un air de l'au-delà? Jeunes gens qui parlaient tout bas quand je passe, j'en viens, j'y vais, selon que la lune ou non m'en a peint la face, selon ces quartiers de grimaces ou son plein air de falbala. Jeunes gens qui parlaient tout bas quand je passe, mais de toute façon, elle a l'air d'avoir oublié sa glace, comme moi, traversant l'espace, les pieds légers et le cœur las. Jeunes gens qui parlaient tout bas quand je passe, en allez-vous ou restez là? Nous n'aurons croisé que nos traces, et déjà le bruit les efface avec sa traîne de lilas. Jeunes gens qui parlaient tout bas quand je passe, écoutez s'éloigner mes pas. J'ai mis sa main dans la main de la mort. Il fallait bien. Fallait bien, fallait bien. Depuis ce jour, c'est moi que la mort tient, fort par la main, par la main, par la main. J'ai mis ma main dans la main de la mort, mais je la tiens autant qu'elle me tient. Et ses doigts d'os craquent entre les miens quand je m'endors. M'endors. Oh, belle mort,
nous unit la nuit. Je vois tes yeux à mes yeux qui ressemblent, et plus qu'à moi, comme le cœur te tremble quand nous dormons toutes les deux ensemble. Oh, belle nuit, belle nuit, belle nuit. Je vois tes dents à mes dents qui ressemblent. Et de nous deux, laquelle plus fort tremble? Et de nous deux, laquelle l'autre fuit? Depuis toujours, attendant la relève, tu t'en allais blanche et noire ma nuit, prête toujours à celle qui te suit, d'abandonner ta faux contre son rêve. Tu t'en allais blanche et noire, portant ce fait promis à la reine suivante. Tu t'en allais, et qu'il pleuve ou qu'il vente, tu me cherchais dans la couleur du temps. Bien, me voici. Tu vas dormir, ma chère, à ton chevet je vais tenir ta faux, et que mes doigts abandonnent s'il faut à tes doigts d'os cette chair de ma chair. Comme jamais s'il ne fut de moi mort, c'est lui mon cœur qui tremble entre mes doigts. C'est lui que je veille, et non toi, mon seul amour, mon unique remords. Voilà, bon, merci Marie Davadi, merci Marc-Antonio, merci Jean-Paul, merci Françoise Nissen, merci infiniment Philippe Cobert. Bon, voilà, on va changer de plateau.